Depuis quelque temps, dans la communauté noire, nous avons comme ça une explosion des thématiques sur comment devenir riche, les secrets des entrepreneurs qui réussissent, comment devenir milliardaire avant 50 ans, etc. On vante dans tous les sens la nécessité d'un développement économique qui passe comme ça par la création de richesses et de patrimoine, mais de mon point de vue, c'est une vision insuffisante, autolâtre, bourgeoise, individualiste, exclusive, qui ne mènera à rien d'autre qu'à la concentration de richesses pour quelques-uns et non réellement à la construction de l'Afrique. Dans cette vidéo, je vais vous dire quelque peu en quoi c'est le chemin le plus néfaste pour construire un continent puissant économiquement. Mais avant d'y aller, je vais vous demander de mettre pause, liker cette vidéo et partagez-la dans vos multiples réseaux. Ça nous aidera nous aussi à construire une communauté ici. C'est bon? Allez, on y va. Certains d'entre vous ont peut-être vu les derniers discours de Malcolm X, notamment celui dans lequel il parle des House Negro, Field Negro. J'aime bien commencer mon propos par cet homme car il est selon moi un des pionniers comme ça de la critique de la bourgeoisie noire ou des noirs qui veulent impérativement réussir en répétant les turpitudes ou les legs du capitalisme que nous connaissons. Entre 1963 et 1965, Malcolm X a porté des critiques particulièrement acerbes sur la bourgeoisie noire qui, selon lui, trahissait les noirs pauvres. Et comme le disait aussi Martin Luther King, la bourgeoisie blanche, noire, verte, tout ce que vous voulez, se comporte à peu près de la même manière partout dans le monde. Mais selon moi, la différence avec l'Afrique se situe sur le fait que tout est à reconstruire dans le cas de beaucoup de pays en Afrique, comparativement à des pays comme la France. Ce que je vais donc dire ici peut interpeller tout le monde, mais j'ose espérer que ça va fortement concerner beaucoup de Noirs qui font ou vont en Afrique faire des affaires. Je suis ravi de voir qu'aujourd'hui, beaucoup ont compris que l'Afrique est la terre de plein d'opportunités. Mais que dites-vous des réalités sociales dans nos pays? Que dites-vous de ceux d'entre vous qui ont acquis des richesses considérables dans nos pays, tandis que la pauvreté s'y amoncelle? Nous aimons bien dire avec fierté combien Dangote est l'homme le plus riche d'Afrique, mais nous ne parlons pas beaucoup de l'éléphantesque niveau de pauvreté au Nigeria. Récemment, j'ai lu un rapport comme ça d'Oxfam qui révélait que 3 milliardaires africains détiennent à eux seuls plus de richesses que les 50% des Africains qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Je dis bien en dessous du seuil de pauvreté. Ce rapport incroyablement gerbant montre comment les inégalités extrêmes sont particulièrement prégnantes. Et pire, l'extrême pauvreté ne stagne pas et ne diminue pas. Elle progresse même plutôt. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Si vous allez en Afrique pour juste faire de l'argent ou même pour créer quelques emplois, vous n'êtes pas en train d'aider le continent. Vous êtes uniquement en train de construire un patrimoine pour vous. Qu'en est-il de l'environnement dans lequel les prochaines générations d'Africains vont vivre? C'est là où je vais rejoindre la critique de Malcolm X sur la bourgeoisie noire. Dans un continent qui a une situation d'urgence comme celle-là, l'élite ne doit pas être uniquement les personnes qui ont le plus de richesses, celles qui sont plus prospères, plus puissantes ou qui ont plus de statut que d'autres dans la société. Je vois certains d'entre vous être fiers de dire qu'ils vont rentrer au pays pour avoir une bonne, un chauffeur, etc. Mais en réalité, vous serez fiers de satisfaire votre ego et non transformer radicalement les mentalités de nos pays. Je rajoute donc ces questions précédentes. Qu'en est-il des inégalités chroniques ? Qu'est-ce qu'il y a de beau à posséder une Ferrari sur des routes délabrées? Qu'en est-il de la dignité de la majorité des gens en Afrique? L'élite doit donc surtout être celle qui influence drastiquement les États et la société en militant et en imposant des investissements plus que conséquents sur la protection, la justice sociale, l'éducation, les soins de santé, bref, des secteurs régaliens avec des objectifs et des actions claires qui permettront rapidement aux prochaines générations d'Africains de croire en elles. Savez-vous que plus de 75% de la richesse des millionnaires et milliardaires africains est détenue à l'étranger? Concrètement, ça veut dire que l'Afrique est une opportunité économique énorme, mais son développement n'intéresse pas particulièrement beaucoup ces bourgeois afro. Je pense donc que ce besoin de réussir en Afrique est un égocentrisme loin de l'émancipation collective. Ça veut aussi dire que l'autonomie de l'Afrique ne viendra pas de quelques hommes qui détiennent et amassent comme ça des richesses colossales, mais d'un système volontairement installé qui investit prioritairement dans la dignité et le respect des populations. Dans la situation actuelle, l'Afrique est juste en train de continuer d'être un excellent terrain de jeu du libéralisme économique sans vergogne que des Occidentaux connaissent ici à petite dose avec des concentrations économiques comme Amazon qui détruit d'ailleurs au passage des emplois tandis que Jeff Bezos,
lui, continue d'avoir une fortune qui s'empile à la précédente. La majorité de l'élite africaine perpétue donc tout simplement ce capitalisme qui est un résidu de l'esclavage. Une oppression qui, de mon point de vue, est ignoble dans un ordre social qu'on veut futuriste et révolutionnaire en Afrique. Quand je vois certains qui se plaignent comme ça des méfaits du libéralisme en Occident, mais qui n'hésitent pas à se compromettre en allant engraisser les mains corrompues et sales dans les pays en Afrique pour avoir comme ça un petit coin à l'ombre pour faire leur business, je comprends un peu plus la justesse des propos de Malcolm X, de James Baldwin ou même encore d'Amiri Baraka sur la classe moyenne et la bourgeoisie noire. Nous voulons qu'on respecte notre humanité, mais nous alimentons et soutenons des économies peu humaines qui ne mettent même pas l'accent sur des innovations sociales et économiques qui réduisent les inégalités. D'ailleurs, si vous êtes un chef d'entreprise ou un entrepreneur qui veut croître en Afrique, vous devez activement militer pour transformer nos systèmes de gouvernance. Je le dis parce qu'à mesure que vous ferez des affaires, les inégalités sociales criardes deviendront un frein à votre développement tant que vous n'imposerez pas dans la balance l'importance de la couverture des besoins de base, l'accompagnement et l'amplification comme ça des actions citoyennes progressistes, la transparence, l'universalité des services publics permettant par exemple de dégonfler la prépondérance des bacs-chiches ou l'exclusivité des services à certains ou la protection des plus pauvres. Dites-moi, qui d'autre va acheter vos produits et services si les gens ont un pouvoir d'achat de plus en plus chétif? La croissance économique provient d'abord des dépenses des ménages, puis des entreprises et enfin des États. Mais pour que ça fonctionne, il faut que les États investissent dans la recherche, les infrastructures, les services publics, tout en instaurant une redistribution plus efficiente et plus égalitaire des revenus. Comment voulez-vous que les pays progressent économiquement lorsque ce sont toujours les mêmes qui consomment tandis que la majorité s'enfonce de plus en plus dans la précarité qui génère de plus en plus de violence, de plus en plus de problèmes de santé, de plus en plus de désolement? C'est une des raisons pour laquelle beaucoup de chefs d'entreprise en Afrique sont aussi réduits à étendre leur activité au-delà de leur pays d'origine parce qu'ils n'arrivent plus à progresser à l'intérieur de ces pays où les rendements stagnent, où les obstacles s'accumulent. Il faut vraiment comprendre que l'Afrique est en train de devenir l'épicentre de la pauvreté mondiale extrême. Je dis bien extrême. Les riches africains existent de plus en plus dans l'économie moderne, mais l'accumulation de la richesse personnelle n'est pas un progrès. Il n'y a rien de progressiste si vous êtes trop à porter de l'or sur vous et les autres du plastique sur eux. Cette richesse de quelques-uns cache en fait une immense détresse, une immensicité qui ne pourra être réduite en forçant désormais nos États à mettre sur pied des réformes colossales. On a coutume de s'en prendre par exemple à la France, à juste titre, pour ce qu'elle vole à l'Afrique. Mais il faut aussi savoir qu'en quelques années, de 1944 à 1946, le gouvernement provisoire de la République française a mis sur pied un vaste chantier de transformation du pays qui, je le rappelle, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, a eu près de 600 000 morts. 600 000 morts, auxquels il faut ajouter comme ça les pauvres en pagaille qui faisaient d'ailleurs les rangs pour le rationnement, des usines complètement inertes et délabrées, des villes totalement rasées comme la ville de Havre, et j'en passe. Eh bien, le pays s'est reconstruit parce que des hommes ont compris que la réflexion précède l'action et que les actions uniquement prédatrices et peu collectives ne mènent toujours à la ruine. Alors la France a planifié sa reconstruction. Elle a mis sur pied comme ça des réformes sociales impressionnantes, l'urbanisation du pays. L'idée d'État-providence a été sophistiquée en France à un niveau très très élevé. Le pays a mis au centre de son retour sur la scène internationale le bien-être collectif avec l'évolution comme ça du pouvoir d'achat des Français, la modernisation avec l'introduction massive de la technique et la technologie, jusqu'à l'avènement d'un système de santé qualifié comme l'un des plus performants par l'OMS. Des innovations juridiques ont même été faites en moins de 30 ans. Un plan Marshall a permis comme ça à la France de se reconstruire collectivement et non uniquement quelques-uns. Tout l'inverse de beaucoup de gouvernements dans nos pays qui, dès qu'ils reçoivent des prêts qui sont censés aider nos pays, détournent rapidement les sommes impressionnantes pour vivre des vies absurdes, jonchées de mépris. Bref, toute la période des 30 Glorieuses est phénoménale à étudier pour avoir comme ça une idée de comment construire une société plus équitable. C'est donc triste de constater en fait qu'une partie de la bourgeoisie noire ou de la diaspora afrodescendante est fortement obsédée par le besoin de posséder et peu par la nécessité de structurer ou fonder des nations économiquement, politiquement et socialement pérennes. Et ça, c'est typiquement la mentalité colonialiste, c'est-à-dire profiter des opportunités créées dans le chaos pour créer comme ça de la richesse qui nous profitera à nous et peu
voit pas du tout à la collectivité. En définitive, cette bourgeoisie ne veut pas transformer l'Afrique et encore moins le capitalisme. Elle veut au contraire participer activement au schéma de l'usure. Hélas, beaucoup d'Afros sont dévoués à la définition du succès érigé par l'Occident, à tel point que beaucoup ambitionnent comme ça de rentrer en Afrique pour répéter les mêmes schémas plutôt que construire une autre société plus respectueuse. Tandis qu'ici en Occident, beaucoup découvrent peu à peu que la blancheur est corrosive, des Afros se battent pour y accéder plutôt que proposer une autre alternative pour la construction d'une négritude bien comprise. C'est comme ça que beaucoup se noient dans le conformisme le plus niais et sont d'une complaisance dégoûtante lorsqu'il s'agit de se battre pour un bien-être collectif. Et quand ce n'est pas de la complaisance, c'est du mauvais goût ou du cynisme. Et ça, je n'appelle pas ça une élite utile. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir quels sont les préjudices systémiques de gagner beaucoup d'argent dans des environnements où la paupérisation est au-delà de la honte ? Dans le rapport d'Oxfam que j'ai lu, j'ai appris que les femmes et les jeunes filles africaines sont les plus susceptibles d'être condamnées dans la pauvreté. Et pourquoi ? Parce que ce sont elles qui risquent le plus de perdre lorsque les services publics comme les soins de santé et l'éducation sont sous-financés. Dans certains de nos pays, il manque même un cancérologue, non pas parce que nous n'en avons pas parmi nous ou dans la diaspora, mais parce que même si on doit faire notre part pour nos pays d'origine, beaucoup ne prendront pas le risque d'aller investir ou travailler dans des endroits où, par exemple, en cas de problème de santé, ils courront le risque de perdre bêtement la vie ou de mettre leur famille en danger. Même pour de simples bilans de santé, des chefs d'entreprise africains viennent en Occident se faire consulter, délaissant leur peuple dans des incertitudes les plus crasses. Et ça, c'est une élite parasite. Celle qui est bien contente de voir la majorité d'entre eux dans la misère sans espoir, au point de croire parfois que c'est une fatalité. Être une élite utile, c'est surtout influencer les politiques en matière de dépenses sociales, de fiscalité et de droit du travail. En Afrique, seulement 2 pays mettent l'accent sur ces 3 éléments. L'Afrique du Sud et la Namibie. Le Nigeria, qui abrite pourtant un nombre important de colosses en massification financière, est en bas du classement africain et mondial. C'est la démonstration que la richesse de quelques-uns ne veut rien dire sur l'émergence d'un pays. Dans ce même Nigeria, sa population féminine représente 60% des plus de 10 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. Et moi, j'aime bien m'arrêter sur ce laboratoire de la philanthropie que beaucoup d'Africains vantent pour rappeler que le taux de chômage estimé au Nigeria y est à plus de 35%. Je dis bien estimé. Et chose incroyable, le pays dépense plus de 300 millions de dollars US par mois en subvention du carburant, alors que le pays est quasi dépendant de l'industrie du pétrole. Tenez, le delta du Niger, par exemple, a son sol et ses eaux littéralement polluées comme ça par la pollution pétrolière. Les compagnies pétrolières falsifient des rapports avec l'aval des élites. Le pays en entier n'a quasiment pas de réseau de tout à l'égout, mais l'élite n'est préoccupée que par amasser des fortunes titanesques. Vous voyez donc que la constante prospérité de Dangote et des autres ne l'emporte pas sur la responsabilité sociale. Et si vous gardez bien en tête que plus de 70% des richesses générées par les fortunes africaines sont conservées à l'extérieur de l'Afrique, dans des institutions financières étrangères, vous comprenez donc pourquoi j'en ai rien à faire de connaître les noms des Noirs les plus riches. Ce qui moi m'importe, c'est de les voir dynamiser la société comme un certain Robert Smith aux USA qui n'hésite pas à rembourser l'intégralité des prêts étudiants, même si je sais que ça participe aussi à son optimisation fiscale. Mais il fait énormément de choses dans la communauté, ce qui contribue comme ça à transformer la narration. N'allez donc pas en Afrique juste pour investir. Ce n'est pas suffisant. On se retrouve prochainement pour une autre analyse qui, je vous annonce, sera difficile à entendre pour certains, mais comme ici on aborde aussi des thématiques difficiles, je m'en vais donc en reprenant cette phrase de Malcolm X au Forum de l'élite noire britannique à l'université d'Oxford en 1963. Je sais que vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire, mais je vais quand même vous le dire. Alors suivons le conseil de Paul dans la Bible, mettons nos émotions de côté et raisonnons ensemble. Ciao.